Je demandais deux choses sur la dernière intervention. Déjà, vous dites que les neuroimplants sont plutôt bêtes et effectivement ils ont apparemment des visées très très fonctionnelles et précises à chaque fois. Mais est-ce qu'on essaye de faire des implants moins bêtes déjà ou est-ce que... Enfin voilà, est-ce que la recherche va en ce sens ou pas spécialement? Et autre question en même temps, vous dites qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que la nature avec toutes ces choses-là, mais du coup c'est sur des gens qui ont des handicaps surtout. Est-ce que ces choses-là, appliquées à des gens pleinement valides à la base, on ne pourrait pas les augmenter? Par exemple, les implants cochléaires sur des gens qui entendent déjà très bien pour augmenter davantage leur audition ou quelque chose comme ça. Si on vous implante un implant cochléaire, vous allez perdre. On va abîmer la cochlée et vous allez perdre en audition. Donc ce serait catastrophique, on ne ferait surtout pas ça. Donc aujourd'hui, les implants, quels qu'ils soient, font, mais de très très loin, moins bien que ce que fait la nature. Donc ce ne sont que des solutions palliatives utilisées dans les cas de déficience sévère pour lesquels il y a une impasse thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement. Ceci dit, entre rien, c'est-à-dire être sourd ou aveugle, et voir quelque chose ou entendre, au point de comprendre une conversation téléphonique par exemple, c'est un pas énorme, il faut le voir dans ce sens-là. C'est de zéro à quelque chose, on va dire que le progrès est infini. Sur la première question, pour répondre vite, pas prendre trop de temps, bien sûr qu'on essaye de rendre les implants intelligents. C'est tout l'enjeu est là. On a la puissance de calcul qu'on peut embarquer. La question, c'est pas tellement la puissance de calcul, c'est qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe et comment remplacer la fonction. Si je prends l'exemple de l'implant cochléaire, on sait grosso modo que la cochlée fait un traitement en fréquence. Mais une fois qu'on a dit ça, on a fait un pas, mais le pas est tout petit par rapport à ce que fait la cochlée. Et l'étape suivante, on ne la connaît pas bien. Et la question, c'est du coup, mettre de l'intelligence, oui, mais laquelle? Et du coup, c'est pas tellement une question de puissance, mais vraiment une question de compréhension des mécanismes intimes qui font que le système fonctionne. Pour la restauration de la marche, par exemple, si vous regardez la robotique humanoïde, c'est à pleurer. Donc, imaginez que le système humain, c'est largement plus compliqué. Déjà, on ne sait pas faire bien marcher un robot, dont on maîtrise tout, dont on comprend tout. Donc, vous imaginez pour l'humain. Et en fait, on ne comprend pas, par exemple, les boucles de contrôle qu'on met en place pour que je tienne sur un pied. Ça, on ne sait même pas le faire. On ne comprend même pas les mécanismes intimes qui font ça. Donc, on n'est pas capable de le mettre dans un implant. Donc, ce qui manque, c'est ça, c'est la connaissance. Lors de la première intervention, finalement, si j'ai bien compris, il y a une évolution de la définition des biomatériaux qui passe d'un élément inerte ou non vivant à aujourd'hui même des organes. Du coup, moi qui travaille avec des patients transplantés, je me dis qu'il y a tout ce mouvement de la mécanicisation finalement de l'organe qui peut être... au quotidien, je me rends compte qu'un organe, pour un patient, c'est pas simplement un amas de cellules ou un tissu. Et pour faire un lien avec votre intervention, je n'ai pas tout à fait compris, parce que c'est pas mon domaine, mais j'ai compris qu'il y avait un lien entre la moelle épinière et les organes internes. C'est ce que vous avez dit, alors je ne sais pas exactement. Et je me suis demandé qu'est-ce que finalement, dans le cas où un organe est défaillant, comment est-ce que ça peut se passer au niveau du ressenti, sachant que votre objectif aussi, si j'ai bien compris, un des objectifs serait de rendre des sensations à un membre là c'était le cas d'un membre qui n'existe plus, c'est-à-dire de rendre présent un organe qui n'existe plus. Je ne sais pas si c'est très clair, pardon. Mais... Quand vous cassez quelque chose dans le système nerveux, il faut bien distinguer le cerveau de la moelle épinière. La moelle épinière est beaucoup plus organisée, enfin, non, c'est mal dit ça, beaucoup plus organisée, c'est pas le bon mot, mais est plus finalisée, on va dire, voilà, je cherchais le bon mot. Et donc beaucoup plus difficile à réparer que le cerveau, paradoxalement. Il y a moins de plasticité, etc. Il y en a, mais il y en a moins.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les neurones, par nature, sont extrêmement difficiles à remplacer. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas faire chez l'humain. Mais on a des pistes pour dire que peut-être on saura faire. Mais là encore, des grosses pincettes. Il n'y a aucun essai clinique clair qui est positif pour l'instant. Mais tout ça pour dire que du coup, les neuroprothèses cherchent effectivement à pallier ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des impasses thérapeutiques et on espère un jour que nos amis et généticiens et des cellules souches trouveront la solution pour remplacer ce qui est cassé au niveau du système nerveux central. Et du coup, pour répondre à votre question, c'est vrai que ça consiste essentiellement à réparer des communications perdues entre le centre et la périphérie. Donc dans les deux sens, sensoriel et moteur, parce qu'il y a des fonctions qui ne marchent pas si on n'a pas les deux. Donc ça, c'est l'objectif général. Alors après, j'ai donné un exemple ici, mais c'est pas un but. C'est un but parmi d'autres. Mais c'est essentiellement ça. Et le problème, c'est quand on veut relier le central au périphérique, je rebondis du coup sur l'autre question, c'est que c'est pas qu'une question de communication. Entre les deux, souvent, il y a du traitement. On traite l'information, et c'est là qu'il y a des gros points d'interrogation. Mais du coup, il y a des organes périphériques qui, effectivement, je prends l'exemple de la vessie, pour un blessé médulaire, il n'y a plus de communication avec le haut, l'organe de la vessie est en partie contrôlé par le système nerveux central, en partie par la moelle épinière, en partie par du supraspinal. Si vous n'avez plus cette commande supraspinale, il y a une partie qui est laissée à volo un peu. Et du coup, il y a des dysfonctionnements majeurs. Et là, mais qui dépendent d'un patient à l'autre. Et là, on a le souci, c'est de comprendre pourquoi ça dysfonctionne, du coup, quelles sont les fonctions qui ne sont plus en place, et comment une neuroprothèse, une fois qu'on a dit qu'elle intervenait sur le système nerveux, que ci, que là, très bien, mais comment on remplace non seulement ces potentiels d'action qui manquent, mais quelle information il véhicule? Qu'est-ce qu'il faut dire, entre guillemets, au système pour que tout soit restauré? Donc il y a vraiment les deux niveaux. Donc on a fait beaucoup de progrès sur... On sait donner des informations au système, ou on sait en mesurer. On est à la peine sur c'est quoi le contenu de l'information. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est ça les enjeux des neuroprothèses aujourd'hui. L'image du corps des patients qui ont des neuroprothèses peut être modifiée, ou est-ce que pour eux la prothèse restera toujours quelque chose d'extérieur et par conséquent susceptible d'être rejetée? Question alors là très pertinente. Je ne m'aventurerai pas là-dessus. Je prends les précautions oratoires. Je ne suis pas psychologue, mais il y a des études là-dessus, vraiment. Donc je vois de ma petite fenêtre. Il est clair que, je reprends l'exemple des implantés cochléaires, là, il y a un avant, il y a un après. Dans leur perception de l'environnement, dans ce qu'ils sont, intrinsèquement. Pour le mouvement, c'est pareil. Quand je mets, c'est prétentieux de dire ça comme ça, quand on met quelqu'un debout avec ses propres muscles, qu'il ne contrôle pas, c'est-à-dire que c'est une machine, un ordinateur qui pilote ses muscles, qu'il ne ressent pas, c'est-à-dire qu'il faut bien vous imaginer ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il flotte sur quelque chose qui est son propre corps, mais qu'il ne contrôle pas et qu'il ne ressent pas, puisqu'il n'y a pas de retour sensoriel. C'est une expérience, effectivement, dans son schéma de pensée, dans son schéma corporel, qui est unique et qui le perturbe. En bien, en moins bien, mais qui est très particulière. Donc souvent, on a les premières réactions de patients qui sont de l'étonnement, de la crainte parfois, ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que c'est nous qui pilotons leur moment. Donc ça, c'est perturbant. Et ils ne sentent pas. Donc ils ont l'impression de flotter sur un corps qui est le leur, mais qu'ils ne maîtrisent pas et qui les porte. Donc c'est psychologiquement, vous avez totalement raison, c'est une vraie question. Et là, les comportements des patients sont très différents de l'un à l'autre. Mais je ne peux pas en dire plus, je sors de mon domaine.